Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là ce matin. On va donc lancer la deuxième partie de cette journée pour laquelle Caroline m'a proposé de vous dire quelques mots de bienvenue. Donc moi je suis Yann Toro-Lassalle, directeur de la recherche et de l'innovation de Keran. Keran est un des 4 partenaires fondateurs de la chaire Habiter au prisme des limites planétaires. Qu'est-ce que c'est que cette chaire ? Cette chaire, c'est d'abord la possibilité de parler avec des gens qu'on ne côtoie pas tous les jours sur des sujets qui nous dépassent un peu, en l'occurrence l'habitabilité de nos territoires en se projetant sur quelques décennies et en prenant pour limite la capacité de la Terre à nous permettre de cohabiter dans de bonnes conditions. Et pour faire ce travail-là, on a la chance d'avoir d'abord un équipement un petit peu exceptionnel à Nantes avec l'Institut d'études avancées, qui est donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas véritablement ce que peut être un IEA, c'est comme une résidence d'artiste, mais c'est une résidence pour chercheurs avec une grande liberté dans la capacité de mener des travaux de recherche et de collaborer avec des chercheurs de toutes disciplines confondues. Et l'invitation que l'IEA a fait aux partenaires de la chaire, c'est de mettre à disposition finalement ce dispositif, cette capacité d'accueil de chercheurs pour un objectif commun. Alors les autres partenaires sont l'école d'architecture et Nantes Université et puis l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Donc on est 4 partenaires, on s'est réunis pendant 1 an et demi à peu près pour s'entendre sur les modalités et les finalités de cette chaire. Et cette chaire est lancée maintenant pour 3 ans. Et 3 années successives, on invite une chercheuse ou un chercheur en résidence qui vient nous partager ses travaux, nous partager sa vision et nous transmettre ses connaissances et des méthodes. Et donc on a eu la chance pour cette première année de travailler avec Diego Landivar, avec qui vous apprendrez à faire un petit peu plus connaissance aussi à travers les tables rondes de l'après-midi. Et puis on a la chance aussi d'avoir ici avec nous Véronica Calvez, Calvo, qui sera notre invitée l'année prochaine. Et donc que vous pourrez être amené à rencontrer, avec qui vous pourrez discuter aussi au long de l'après-midi. Bienvenue avec nous, Véronica. Voilà, il me reste juste à remercier l'Institut d'études avancées, Caroline et toute l'équipe qui nous accueille toujours de manière hyper efficace et chaleureuse. Et puis je voulais juste faire un petit témoignage personnel. Ce matin, j'ai eu la chance de faire la petite souris et de me balader un petit peu dans les différents ateliers. Et je dois dire que j'ai été très enthousiasmé d'abord par l'implication que j'ai senti dans toutes les tables rondes, et ensuite par une notion, je crois, qui nous réunit très fortement dans la chaire, c'est le plaisir et l'humour. Il y a eu beaucoup de rire, et je pense que voilà, on a tendance à parler de la sinistrose, d'affecter tout un tas de qualificatifs à ceux qui se préoccupent d'écologie, et je peux vous dire que il y avait rien de punitif ce matin, c'était joyeux et ça donnait envie. Merci beaucoup, merci Yann pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous à cette seconde table ronde qui va porter sur le financement de la redirection écologique. Et effectivement, cette table ronde, elle nous paraissait essentielle dans la mesure où c'est souvent quelque chose qui est peu discuté, parce que, bien évidemment, dans une logique purement capitaliste, le financement, c'est le bras armé du développement classique, du développement de la croissance économique, du développement des investissements, etc., etc. Et pourtant, en fait, quand vous mettez les mains dans le cambouis de la redirection écologique, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur des territoires, des organisations, des villes, comme on l'a vu ce matin, qui décident de rediriger des infrastructures sportives, qui décident de rediriger des installations énergétiques, qui décident de piloter les politiques publiques à partir de autre chose que simplement des équipements, des projets ou des infrastructures, nécessairement, ça implique de poser des questions assez compliquées du style qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas ça? Parce qu'on sait très bien, dans notre monde moderne, ouvrir des projets, développer des projets,
nous savons investir, nous savons piloter des projets de ce type-là. Nous avons toute une série d'outils qui nous permettent de le faire, de management de projet, des outils financiers, de comptabilité qui nous permettent de faire cela. Mais aujourd'hui, si nous voulons faire d'autres choses, si nous voulons rediriger, si nous voulons parfois renoncer à certaines choses, si nous voulons resserrer les usages, si nous voulons redéfinir les fonctions sociales de telle ou telle politique publique, cela implique aussi d'avoir des ressources pour le faire. Et donc, souvent, un des freins les plus centraux à la redirection écologique réside dans son financement. Comment financer des démarches qui parfois, justement, ne se traduisent pas par de nouveaux projets, de nouvelles constructions, de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures. Et donc, on a essayé de faire en sorte que cette table puisse nous répondre à ces questions. Comment financer des processus de redirection, de réaffectation écologique, mais aussi comment financer des démarches potentiellement de renoncement, ce qui pourrait paraître paradoxal, mais typiquement, quand on a travaillé avec la ville de Grenoble, on s'est rendu compte que si tu renonces à un certain nombre d'équipements et qu'il y a des attachements forts à ces équipements, par exemple, on sait aujourd'hui que les personnes âgées utilisent beaucoup les piscines municipales, il faut que tu designes d'autres manières de faire du sport dans la ville qui ne dépendent plus d'infrastructures extractives. Et là, la logique voudrait de pouvoir prendre en charge cela par du fonctionnement, c'est-à-dire en payant des animateurs, des coachs sportifs ou autres qui viennent en fait faire du sport aux personnes âgées autrement que simplement par des infrastructures. Et donc, ça veut dire quand même des moyens et des ressources financières. Donc, on évoque souvent avec les partenaires de la chaire ce basculement entre investissement et fonctionnement. Donc voilà, cette table ronde évoquera toutes ces tensions et on essaiera de bien évidemment pas répondre à tout cela de manière complète parce que ce sont des questions émergentes pour lesquelles personne n'a une réponse toute prête et toute fabriquée. Mais nous sommes heureux de pouvoir compter aujourd'hui parmi nous avec plusieurs intervenants et normalement on aurait dû avoir plus d'intervenantes mais qui ont dû décliner au dernier moment cette invitation pour des raisons professionnelles. Et donc, on va se retrouver dans ce que on appelle aujourd'hui communément un manel, pas un panel, mais un manel. Et on est désolé de cela parce que c'était pas du tout, avec Caroline, on a fait vraiment attention à ce que toutes les tables rondes soient pas du tout, enfin, qu'elles soient paritaires et respectueuses de cela. Mais là, vraiment, on n'a pas pu le faire. On est vraiment désolé. Donc, les intervenants aujourd'hui, et je les remercie vraiment profondément parce que ça montre bien toutes ces questions sont aujourd'hui sur la table. D'abord, il y a en ligne, je vais présenter Pierre de Boisdeffre, qui est directeur de la stratégie digitale à la Banque des Territoires, que j'ai rencontré lors d'une formation que nous avons réalisé sur la redirection écologique à la Banque des Territoires. Merci beaucoup Pierre d'être là en ligne. Merci de t'être libéré pour cette session. Il devait y avoir Geneviève Ferron-Creuset, cofondatrice de Profil et qui a notamment rédigé, j'ai pu contribuer par invitation à ce superbe projet qui a été un projet qui s'appelle Entreprise et Post-Croissance, dont le rapport est téléchargeable gratuitement sur Internet et qui évoque pas mal de pistes là-dessus pour le monde de l'entreprise notamment. Merci aussi à Gabriel Malek, président fondateur de Alter Capitae, où tu pourras évoquer rapidement ce que c'est, et membre du CA de l'Institut Rousseau. Et enfin, Denis Pourlier-Cuchera, qui est directeur général du groupe Kéran. Merci infiniment d'avoir accepté de venir dans une table ronde qui est, là encore une fois, pas si évidente que ça à prendre et à analyser. Donc, merci encore pour votre présence. Et donc, on va démarrer très rapidement avec une question, un premier temps de questions autour de ces contraintes financières à la redirection écologique, pour bien comprendre quels sont les enjeux, quelle est la complexité à pouvoir financer des projets ou des expérimentations
de redirection, adaptation et écologique. Donc, je vais commencer par une question à Denis. Donc, vous représentez une entreprise qui s'intéresse fortement à la redirection. On l'a vu ce matin avec l'intervention d'Agnès, qui a un volontarisme assez important sur cela. Non seulement du secteur, donc de la redirection du secteur dans lequel vous exercez, mais aussi votre propre redirection en tant que modèle d'affaires, etc., etc. Donc, selon vous, depuis votre expérience, quelles sont les principales contraintes que vous observez qui empêchent d'activer la redirection ou la bifurcation écologique? Merci Diego. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Kéran, Agnès l'a présenté ce matin, je n'ai pas besoin de présenter. Donc, on a la chance, Kéran, d'être société d'ingénierie. Donc, on intervient sur toute la vie des projets, très en amont sur les parties plutôt on programme, on planifie les opérations, dans les phases plus on va dans la conception, dans l'aménagement l'accompagnement des travaux, dans les phases d'exploitation ou en fin de vie des ouvrages. Donc, on a une capacité d'intervenir partout et on est très intéressé par cette bifurcation pour les projets. Et on s'intéresse aussi à notre propre bifurcation, effectivement. Concernant notre propre bifurcation, concrètement, nous, ça se traduit par comment faire évoluer nos façons de faire pour accompagner nos clients pendant la conception des projets et également comment faire évoluer aussi notre mode de fonctionnement pour que notre propre empreinte soit la plus faible possible. Donc ça se traduit concrètement par de la formation, de la sensibilisation de nos collaborateurs et collaboratrices pour imprégner cette culture justement de réduire l'impact sur les limites planétaires, d'apporter des choses sur le plan social et donc d'insuffler cette culture dans toute l'entreprise. Donc ça génère beaucoup de temps à passer. Ensuite, on encourage également et on facilite des discussions, des échanges en interne avec des groupes de travail pour proposer des choses, proposer des idées, pour aller dans le sens justement de cette redirection et de proposer des choses. On investit beaucoup dans la recherche et développement, dans l'innovation. L'investissement dans cette chaire, par exemple, en est un exemple. Et puis également, on essaye de faire évoluer aussi notre propre mobilité, de travailler aussi sur nos sous-traitants, nos fournisseurs, pour qu'eux-mêmes réduisent leur empreinte. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps qui est passé, et puis un peu de l'investissement également. Et donc les contraintes qu'on a sont essentiellement financières. Alors on a des subventions, on touche des subventions sur certains dans le domaine de la recherche et développement. On a du crédit impôt recherche, mais le gros est quand même financé sur nos fonds propres. Et donc on a la chance, Kéran, d'être détenu 100% par les salariés, ce qui nous permet de ne pas avoir d'un actionnaire qui nous pousse à sortir du résultat. Et donc c'est vraiment une conviction. Et puis c'est aussi parce que on pense qu'il vaut mieux se préparer à ce qui va nous arriver plutôt que de le subir quand il arrivera. Et on est aussi entreprise à mission, ça fait partie de notre mission. Donc pour moi, la principale contrainte pour notre propre direction, c'est économique essentiellement. C'est aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'assez bons résultats pour pouvoir se payer ça. Demain, si le contexte tend, ça sera beaucoup plus difficile. Pour ce qui est des projets et de l'accompagnement de nos clients, moi je vois trois contraintes. La première, c'est, on a dit, il faut moins construire du neuf, faire plutôt avec l'existant, améliorer l'existant, le faire durer. Et ça, pour certains clients, c'est pas forcément facile d'aller vendre ça à l'extérieur. C'est plus sympa d'aller présenter un ouvrage tout neuf, flambant neuf, que d'aller avoir quelque chose qui va être construit à partir de l'existant, où on peut se dire, ça va être un peu moins beau, un peu moins fun par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc, c'est plus difficile à vendre pour certains clients, à porter. Mais ça peut se faire. Et il y a certains clients qui ont le courage de faire ça. On le voit ici à Nantes, par exemple, sur le pont de Bretagne sur lequel on intervient, où il y avait un pont qui existait avec une pente qui était trop importante et on voulait tripler la largeur du pont. Beaucoup se seraient dit, on va casser ce pont et on va en construire un nouveau. Et nous, on a souhaité vraiment conserver ce pont. Donc, on a trouvé une astuce pour baisser la pente du pont et le conserver, et on a rajouté que le complément de surface. Et le résultat, pour moi, il sera remarquable. Et donc, il y a des élus quand même qui ont ce courage, effectivement, d'aller porter des ouvrages où on réhabilite, on conserve également l'existant. Mais pour certains clients, c'est pas forcément facile d'aller porter cette image. Deuxièmement, c'est aussi de faire en sorte que quand
quand on construit en intégrant les limites planétaires et on doit aussi certains travaux coûtent plus cher. Et donc il y a aussi une contrainte économique qui se pose aussi pour certains clients. Quand on doit construire, on doit parfois aussi être plus du sur-mesure. Donc ça a un certain coût avec des contraintes économiques. Et puis également, oui, donc dans les contraintes qu'on a aussi sur les projets avec nos clients, c'est que parfois, quand on est consulté, il y a des choses qui sont assez figées. Le cahier des charges est assez contraint. Il n'y a pas forcément l'ouverture de certaines variantes. Et il y a certains clients qui ne sont pas forcément ouverts pour aller vers des solutions un peu différentes. Donc ça aussi, c'est une contrainte pour aller vers la redirection. Merci beaucoup, merci pour ces explications assez claires. Je me tourne du coup vers Gabriel. Vous militez depuis quelque temps à un niveau justement organisationnel, institutionnel, pour promouvoir des idées fortes d'acceptation de trajectoire économique, de sobriété, de décroissance. Et donc vous essayez de vous frotter justement à ce monde à la fois entrepreneurial, de l'investissement financier et autres, et en même temps de maintenir un paradigme qui est peu accepté dans ce monde-là, qui est celui par exemple de la décroissance, de la diminution forte d'un certain nombre d'activités et autres. Comment vous prenez en charge cette question du financement, de la redirection, de la décroissance, du démantèlement et autres? Oui, effectivement. Du coup, ma première casquette, c'est peut-être Alter Capital. Du coup, on est une asso qui existe depuis 4 ans et on milite pour la décroissance prospère. Donc, notre idée, c'est que la décroissance est une obligation environnementale. Je peux vous faire un dessin, mais bon, vous regardez les lignes planétaires, on n'aura pas le choix. Mais la décroissance, contrairement à la récession, c'est quelque chose qui est choisi, donc anticipé et qui peut bien mieux se passer socialement. Et donc, nous, on pense que la décroissance est une obligation, mais c'est aussi quelque chose qui est socialement désirable, puisque, bon là je ne vais pas vous faire la leçon là-dessus, mais on pense que voilà, l'accumulation matérielle infinie n'est pas une voie vers le bonheur. Donc en gros, on essaie de pousser cette idée de décroissance prospère, et comme tu le dis, on essaie de penser le rapport au monde économique, parce qu'une critique qu'on a parfois fait aux décroissants, notamment il y a une décennie, c'était l'idée de dire, bon, je caricature, hein, mais de dire, bon, les décroissants finalement vont confondre le capitalisme et l'économie, et comme ils rejettent le capitalisme, ils vont se dire, pas besoin de penser l'économie. Alors qu'il faut essayer de le faire. Et donc, on essaie de penser ça à plusieurs niveaux. Alors déjà, si on pense au niveau des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités, on considère que pour financer en fait une décroissance, donc qui se baserait par une économie qui en gros s'intéresserait davantage aux besoins fondamentaux de la population et non pas vraiment à la rentabilité, il faut que les pouvoirs publics puissent financer des choses qui soient pas rentables. Typiquement, moi quand j'étais à Sciences Po, on nous parlait souvent en finances publiques du coefficient multiplicateur. Et c'était l'idée pour l'État, pour une collectivité territoriale, de dire à chaque fois que vous mettez 1 euro dans l'économie, il faut que ça crée plus qu'1 euro. Il faut qu'il y ait une croissance. Sauf que quand vous avez ce type de raisonnement-là, il y a certains investissements, par exemple un hôpital dans une zone peu peuplée, par exemple remettre en place une ligne ferroviaire dans une zone peu peuplée, ça va pas être rentable, donc ça ne sera pas financé. Ça pose un problème énorme. Et donc typiquement, on considère, et là ça peut être aussi la casquette Institut Rousseau avec Gaël Giraud, Nicolas Dufresne, que finalement, il faut se libérer de cette idée d'une dette qui serait détenue par le privé, et il faudrait faire en sorte que l'État puisse se financer directement auprès de la Banque centrale, pourquoi pas à taux zéro, etc. Donc ça, c'est au niveau, si vous voulez, des pouvoirs publics. On considère que voilà, les pouvoirs publics peuvent financer des choses non rentables, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Deuxième niveau, je dirais, c'est d'aller vers des choses type le mutualisme. Alors, on peut prendre un exemple de redirection intéressante, c'est le secteur agricole. Donc aujourd'hui, on a un modèle agricole productiviste qui est délétère à plusieurs niveaux. Déjà, les agriculteurs sont mal payés au vu du travail qu'ils font. Ensuite, les consommateurs mangent beaucoup de malbouffe, notamment les personnes plus précaires, ce qui mène à pas mal de maladies. Et ensuite, évidemment, les sols, l'environnement sont pollués par des pesticides, les nappes phréatiques sont pompées par les mégabassines, etc. Et donc, du coup, là, il y a la question de comment on en sort pour aller vers un autre type de modèle agricole. Et typiquement, nous, une solution qu'on pousse beaucoup chez Alter Capital, que vous connaissez peut-être, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Ça, typiquement, pour nous, c'est une mesure incroyable et qui est vraiment décroissante. Donc, c'est l'idée, finalement, que tout comme on a un droit à être soigné en France avec la Sécu,
qu'on ait un droit à une alimentation de qualité. Et donc là, vous avez, alors il y a plein d'expérimentations différentes, les modalités changent en fonction des territoires, mais globalement, ça va être soutenu par des collectivités territoriales, et vous allez avoir des gens qui vont mettre de l'argent au pot commun, si vous voulez, et puis chacun, en fait, selon ses moyens et pour ses besoins, et du coup, vous avez une sorte de carte où vous avez 300 € à dépenser. Avec ces 300 €, vous pouvez acheter des fruits et légumes. Comment 150. Ouais, ça dépend vraiment, je crois que ça dépend un peu des... Ok, pardon, oui, 150 €. Et du coup, vous pouvez le dépenser dans des magasins, en fait, conventionnés. Donc, c'est des magasins qui vont vendre des produits bio qui sont achetés, du coup, auprès des agriculteurs à prix fixe. Donc, voilà, on pense que le mutualisme est une solution. Et puis, si on s'intéresse au troisième niveau, donc État, mutualisme, et au niveau des entreprises, c'est une question sur laquelle on a réfléchi aussi, puisqu'avec Altercapité, on a essayé de faire rencontrer des mondes qui parlent peu. Et notamment, on avait fait un gros travail il y a 1 ou 2 ans avec d'un côté en fait les représentants de la comptabilité écologique CARE. Donc c'est la comptabilité en multicapitaux, et en gros l'idée en 2 secondes, c'est qu'aujourd'hui une entreprise en fait a comme dette une dette financière, c'est-à-dire que quand vous empruntez de l'argent à la banque en tant qu'entreprise, vous avez une dette, vous allez devoir la rembourser en faisant du profit. Par contre, il n'y a aucune dette typiquement sur les questions environnementales. Ça veut dire que vous pouvez taper sur les capitaux naturels, vous n'aurez pas de dette à rembourser. Bien, il y a plusieurs méthodes de compta multicapitaux, et celle qu'on trouve la plus sérieuse s'appelle CARE, C-A-R-E. Et là, l'idée, c'est de dire, bon, on va faire comme avec si vous voulez, le capital financier, on va mettre les capitaux naturels et sociaux au passif, et il y aura une dette à rembourser. Voilà. Et donc, on a fait un gros travail avec les gens de cette compta multicapitaux, qui est pas facile à mettre en place, c'est compliqué. Rien que de mesurer votre impact, c'est compliqué. Et on l'a mis en lien avec le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Donc, c'est 6000 entreprises par là, voilà, plutôt des petites entreprises, petites et moyennes dans les territoires. Et on s'est dit, OK, comment on peut faire pour financer en fait la mise en place, par exemple, de la compta multicapitaux, ce genre de choses, dans les territoires. Et on est arrivé sur l'idée qu'on est en train de développer chez Altercapité. Il y a un rapport qui sortira dans quelques semaines, là, qu'on a appelé les caisses de redirection écologique, en référence justement à votre travail, qui nous inspire beaucoup sur la redirection écologique, où on s'est dit, en fait, c'est un gros travail qui s'est dit, si jamais on met en place CARE, donc on commence à regarder finalement quelle est la dette écologique et sociale des entreprises, alors on va se rendre compte, particulièrement dans les grandes entreprises, qu'il y a ce qu'on a appelé des capitaux, si vous voulez, des dividendes qui sont indus. C'est-à-dire que les actionnaires vont toucher de l'argent, parfois beaucoup d'argent dans les grosses boîtes, alors que finalement, c'est de l'argent qui aurait dû servir à rembourser la dette sociale et environnementale qu'ils ont créée en exploitant les gens et en exploitant la nature. Et notre idée, c'est qu'on puisse en fait prendre cet argent-là, voilà, dans des dividendes indus qui n'auraient pas dû être versés en fait, et les mettre dans des caisses de redirection écologique qui serviraient en fait au niveau des territoires à financer des projets qui ne sont pas rentables, de la dépollution, mais aussi à accompagner des plus petites entreprises, voilà, par exemple des PME qui veulent mettre en place la compta multicapitaux, qui n'ont pas l'argent pour le faire, il faut qu'ils puissent le faire, et donc sans savoir de cet argent-là. Donc voilà, ça c'est un des modèles qu'on essaie de mettre en place, les caisses de redirection écologique, et normalement on devrait pouvoir le présenter bientôt, on essaie d'y réfléchir avec tout cet écosystème-là. Voilà. Merci beaucoup Gabriel, c'est très clair. Je me tourne maintenant vers Pierre. Donc vous représentez, qui est donc en ligne, la Banque des Territoires qui depuis quelques années développe une série d'instruments financiers pour diversifier les politiques justement de financement des territoires. Et tout cela face bien sûr aux enjeux climatiques et écologiques. Et justement, selon vous, qu'est-ce qui pousse la Banque des Territoires à devoir repenser, peut-être actualiser ces modes de soutien financier aux territoires, et par quoi cela se concrétise-t-il? Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cette table ronde. J'apprends plein de choses. Très intéressé par cette comptabilité multicapitaux. Donc moi je vais juste présenter rapidement la Banque des Territoires pour essayer de situer ça pour tout le monde. Donc on est une direction de la Caisse des dépôts, un établissement public. Ensuite on est un établissement financier, donc on fait du financement, un peu le péché originel que tu décrivais, Diego, sur le financement du développement. On est une banque de développement. Mais néanmoins, on est quand même mu par l'intérêt général. On mobilise l'épargne des Français. Donc nous, notre raison d'être aujourd'hui, c'est d'accélérer la transformation écologique et de contribuer à offrir une vie meilleure pour toutes et tous
On a 3 axes qui sont la transformation écologique, la cohésion sociale et territoriale et depuis peu la souveraineté. C'est un sujet qui est assez sensible aujourd'hui politiquement. Mais là, on va s'intéresser à la transformation écologique. Donc nous, à la Banque des Territoires, on est un peu cet outil de financement et on accorde une attention très particulière à ça. Donc voilà, la Caisse des dépôts va mobiliser 100 milliards. Nous, à la Banque des Territoires, on mobilise 34 milliards sur cet objectif de financement. Et donc nous, notre rôle, c'est de réussir à faire en sorte que ces financements qu'on veut mettre à disposition soient mobilisés, soient utilisés. Ensuite, ce sont des financements qui nécessitent un remboursement puisque c'est de l'épargne des Français qu'on mobilise. Donc tout le monde veut récupérer son livret A à la fin du mois. Donc nous, ce qu'on met en place, je ne veux pas appeler ça des innovations financières, ça serait un peu présomptueux, ce serait plutôt des produits adaptés et incitatifs pour que le coût du financement pour les projets écologiques soit moins important que le coût du financement pour des projets de développement économique qui rapportent de l'argent. Donc, ce qu'on fait à la Banque des Territoires, on met en place des prêts à taux bonifiés. Donc, c'est des prêts sur lesquels nous réduisons notre marge pour que on ne fait plus de marge sur ces prêts-là. Ou alors en partenariat avec des agences de l'État, notamment l'ADEME, qui finance justement le gap entre le taux nominal défini avec le Trésor et un taux bonifié. Donc on fait ça notamment pour tout ce qui est mobilité décarbonée ou la décarbonation du logement social, des friches également. Donc par exemple sur la mobilité décarbonée, ça nous permet, en proposant un taux bonifié, de pousser des projets qui seraient pas totalement verts à se verdir totalement pour bénéficier de ces taux-là. Par exemple sur la mobilité où les infrastructures de transport qui seront déployées ne sont pas totalement électriques. Avec ce taux bonifié, ça crée un intérêt économique, on va dire, à décarboner totalement ces mobilités. On met en place aussi un mécanisme qui est assez intéressant, qui est lean tracking. Donc c'est un dispositif qui consiste à prendre une activité économique. On fait beaucoup ça sur l'éclairage public. Donc qui prend une activité qui a un coût. On fait des travaux de rénovation énergétique, donc par exemple changer toutes les ampoules de l'éclairage public pour mettre des LED. On arrive à des économies de 80%, sauf que la collectivité va continuer à payer sa facture classique et ce delta de 80% va rembourser les travaux qui ont été effectués. Et si jamais il y en a trop, cet argent qui est mobilisé sera réaffecté à d'autres projets écologiques. Donc, tout ça, c'est mis dans un véhicule spécial. Ensuite, nous avons des prêts de préfinancement ou d'avance remboursable. Donc, l'Europe propose pas mal de subventions sur des projets, mais le fait souvent au service fait. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance la mise en place du service et ensuite sera remboursé par les subventions, ce qui permet de favoriser le passage à l'action. Également, on prête à très long terme, ce que ne font pas les autres acteurs financiers, notamment pour l'acquisition de foncier, qui est important aujourd'hui, la maîtrise foncière dans le cadre de la loi ZAN et de la sobriété foncière, ou de la rénovation des réseaux d'eau. Ça coûte très cher de rénover un réseau d'eau, mais d'un point de vue social, si on répercute le coût sur les usagers, c'est insoutenable. Donc en fait, on fait des prêts à 80 ans qui permettent de lisser dans le temps les mensualités et de générer des projets peut-être plus vertueux. Également, on finance des projets sans création de valeur ou d'actifs, enfin de valeur économique, je veux dire, ou d'actifs derrière, comme la renaturation ou la restauration d'infrastructures écologiques. Et mais ça, c'est aussi grâce au fait qu'on finance des collectivités, et donc avec lequel il y a une certaine sécurité sur le remboursement de la dette. Enfin, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, alloue des subventions d'études, d'ingénierie, pour accompagner les collectivités dans de l'aide à la décision, de la création de projets de territoire. Donc ça mène parfois à des projets finançables qu'on peut financer derrière ou pas, que ce soit vocation économique ou pas.
Et donc nous finançons beaucoup d'études sur la résilience des territoires à l'adaptation au changement climatique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais par exemple, on a cofinancé des études qui ont été menées par Metabif, donc la station de ski, qui a mené un renoncement de l'exploitation d'une partie du domaine skiable. Donc ça, c'est, on va dire, j'aime pas parler de financement, c'est plutôt de la subvention, pour que ce soit plus clair, il n'y a pas de remboursement derrière. Donc voilà, on subventionne ce renoncement avec ces études. Donc ça, c'est toute la partie financière. Ensuite, nous, notre raison d'être, c'est donc l'intérêt général. Donc on cherche à renverser le paradigme financier, on cherche pas à générer des euros, on cherche à générer de l'impact extra-financier sur les territoires. Et pour ça, on doit collecter un maximum d'indicateurs d'impact. On essaye d'améliorer les projets pour maximiser cet impact, puisque à terme, le but, ça sera de faire en sorte que chaque euro dépensé ait un impact extra-financier majeur. Donc voilà, ce sera pas un impact économique majeur, mais un impact extra-financier majeur. Et enfin, un peu comme Karen, on cherche à se transformer en interne, on cherche à être exemplaire sur nos activités et donc aussi les projets que nous finançons. C'est un peu notre scope 3. Donc on s'est doté de différentes politiques du groupe, Caisse des dépôts, notamment sur l'immobilier durable, pour que tous les financements qu'on fasse dans l'immobilier soient pour des bâtiments le plus écologiquement exigeants. On a une politique sur la biodiversité, donc on mesure notre impact sur la biodiversité, comment améliorer cet impact, comment restaurer ce qui a été détruit, ou aussi sur le numérique responsable, qui a des impacts à la fois écologiques mais aussi sociaux. Et spécifiquement sur la redirection écologique, on est encore en phase d'acculturation, de formation. Donc, pour un certain nombre d'entre nous au sein de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer Diego. Nous nous formons à la redirection écologique. Donc, un collectif interne a été monté et on travaille sur ce que ça veut dire pour nous. Mais sachant que ce sera très impactant parce que nous, notre modèle, on existe en tout cas pour en grande partie sur nos métiers pour développer des projets qui sont portés par des tiers, des projets économiques. Voilà, j'espère que je réponds bien à ta question. Oui, merci beaucoup, c'était très complet. Merci beaucoup, Pierre. Alors je rebondis justement sur tous ces leviers. Donc on a vu les enjeux et donc les leviers sont aujourd'hui tous en train d'être un peu designés, expérimentés. Il n'y a rien de très précis. Et il y a quelques années, justement, en Équateur, et bientôt va sortir un article que j'ai écrit là-dessus, grâce à la collaboration d'Alberto Acosta, que je salue, qui était l'ancien président de l'Assemblée constituante équatorienne et ministre de l'énergie en Équateur. En fait, ils avaient en Équateur designé un fonds qui était le fonds Yasuni ITT, qui consistait à dire, voilà, l'Équateur a une énorme forêt équatoriale, amazonienne, qui est remplie de ressources pétrolières dans un parc naturel. Et le pétrole il fallait l'exploiter pour continuer le développement classique dans un paradigme de développement là aussi traditionnel des économies du Sud. Et l'Équateur avait dit, on va proposer à la communauté internationale de créer un instrument financier, une innovation financière, qui consiste à dire, nous on renonce à l'exploitation du pétrole dont on a pourtant besoin pour notre développement, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Par contre, la communauté internationale s'engage à financer ce renoncement. Et donc, c'était un premier mécanisme assez intéressant. Maintenant, il y en a d'autres, mais qui permettait en fait de pouvoir financer un renoncement en tant que tel, c'est-à-dire vraiment soutenir. Et là, effectivement, Pierre fait bien de le préciser. La distinction est toujours très complexe entre un financement sous forme de prêt, par exemple, et un financement de type subvention. Mais en tout cas, cette innovation avait permis de poser la question. On a besoin de non seulement faire des projets écologiques, mais on a aussi besoin de renoncer, tout simplement, faire des arbitrages. Et ça, c'est compliqué d'un point de vue de la logique financière parce qu'il n'y a pas d'instrument. Et donc, l'idée qu'on propose maintenant avec Alberto, c'est d'importer ça en Europe, c'est-à-dire qu'on puisse réfléchir à des instruments de ce type-là qui permettraient de créer des fonds, parce que quand
Grenoble décide de renoncer à une piscine municipale, on a besoin de sous pour pouvoir payer d'autres initiatives qui permettent de maintenir les attachements, de maintenir les postes de travail, de les réaffecter, de penser aussi aux bifurcations métiers, etc. Gabriel, toi, tu as récemment évoqué une nouvelle mesure qui est cette opération milliard que vous visez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement de qu'est-ce qui vous motive et c'est quoi l'intuition que vous avez derrière ce mécanisme qui serait aussi un mécanisme de redirection, pas forcément sur le renoncement, mais en tout cas qui permettrait de faire ces bifurcations financières que l'on a besoin. Oui. Alors l'opération milliard s'est lancée il y a 2 ans maintenant. Et en gros, l'idée de base, c'est faire en sorte qu'on puisse financer, en gros, les coopératives et l'économie sociale et solidaire en général. Parce que évidemment, il y a certains mécanismes intéressants comme ceux qui ont été décrits juste avant. Mais globalement, quand on regarde comment est utilisé l'argent de l'État, et là je vous renvoie aux travaux de Anne-Laure Delatte, qui est une économiste qui travaille notamment à la Boétie, qui a travaillé là-dessus, qui montre qu'en fait l'État dépense chaque année des dizaines de milliards en crédit d'impôt recherche ou autre, en niche fiscale pour des grandes entreprises, qui, selon moi, n'ont pas besoin d'avoir autant d'argent, et mettent très très peu d'argent, au contraire, dans les coopératives. Ce qui fait qu'on a des choses qui sont très utiles socialement qui ne sont pas financées. Je donne un exemple. Il y a une coopérative qui s'appelle Railcoop. Leur but, c'était d'ouvrir une ligne de train entre Lyon et Bordeaux. Voilà. C'était super utile. En plus, c'était une SKIC, ce qui fait qu'en fait, des collectivités pouvaient rentrer en fait dans l'entreprise. Et donc, tu avais plein de petites villes qui étaient trop contentes de voir une ligne de train qui de nouveau revenait. Ça permet de désenclaver des territoires, etc. C'est pour l'intérêt général, c'est quelque chose d'hyper important. Et Railcoop n'a pas pu trouver les financements, ils n'ont pas pu le mettre en place. Autre exemple assez récent, je crois que c'est Vercorex, c'est ça. Enfin, c'était un site industriel avec des savoir-faire en plus assez stratégiques pour notre souveraineté. Il fallait 10 millions d'euros pour le financer. L'État n'a pas été capable de le mettre en place. Et je crois que c'est un fonds d'investissement chinois qui l'a financé. Bref, on a un vrai souci. Et notre idée, c'est comment on finance ces coopératives-là. Et notamment, en fait, avec Alter Capital, on a travaillé avec des gens qu'on appelle les licornes. Voilà, avec 2 O. À ne pas confondre avec les licornes, hein. Leur nom, c'est un peu une moquerie à ça, mais bon, les licornes, vous voyez ce que c'est peut-être. C'est des startups valorisées à plusieurs milliards, très soutenues par l'État, dont l'intérêt social et écologique est souvent faible, voire nul. Par exemple, c'est des gens qui vont, je sais pas, il y en a une par exemple qui mettait en place, qui vendait des NFT. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je crois que on dit non-fungible tokens sur des cartes numériques. Enfin, bref. Donc en fait, l'État finance beaucoup ça, mais très peu les coopératives. Et donc l'opération milliard, finalement, c'est le monde de l'ESS, etc., qui se dit comment on peut faire pour créer un fonds privé qui nous permettrait finalement de financer ces coopératives. Et donc voilà. Et du coup, en fait, on a parlé avec les coopératives. Et si vous voyez, en fait, pour nous, les décroissants notamment. Alors moi, en gros, je suis au conseil d'administration de l'opération milliard, mais tout le monde n'est pas décroissant dedans. Hein, c'est plus ma position à moi. Mais la position qu'a la Alter Capital, c'est que les coopératives, les SCOP, les SKIC, c'est le type d'organisation qui paraît le plus approprié à la décroissance. Sauf que le problème, c'est que c'est très dur à financer, comme je le disais. Donc si l'État n'est pas là pour le faire, alors que selon moi, ça devrait être son rôle, c'est très compliqué pour des investisseurs privés. Parce que dans une coopérative, si vous investissez, en fait, il faut comprendre que si vous êtes un fonds d'investissement, que vous mettez 1 million d'euros, vous n'aurez pas plus de voix que, par exemple, un ouvrier de la coopérative qui a mis 10 euros. Ça pose un énorme problème. En fait, dans une coopérative, c'est un principe démocratique qui est une personne, une voix, quel que soit le fric que tu mets. Voilà. Ce qui est très très différent évidemment de la finance classique. Donc déjà, vous leur dites ça. Donc en termes de pouvoir, c'est compliqué. Ils n'ont pas plus de pouvoir qu'un salarié. Et deuxième problème, il y a une rentabilité qui peut être très faible, un retour sur investissement qui peut être très faible. Et certains nous disent, nous, on veut plus de 10%, etc. C'est pas possible. Et donc voilà. Et donc on a ce problème de financement-là. Et l'opération milliard, c'est ça. Du coup, on a créé ça il y a 2 ans. N'hésitez pas à regarder, à aller sur notre site. Et on essaie de lever de l'argent pour ensuite aller financer, en fait, alors l'économie sociale et solidaire, les coopératives, et aussi en partie l'économie classique, mais sous des conditions très strictes, notamment qui se rapprochent un peu, je ne sais pas si vous connaissez, du statut ESUS, avec un encadrement de salaire, un besoin d'utilité sociale, etc. Mais voilà, en gros, l'opération milliard, c'est ça. Et vraiment, pour être dedans, c'est vraiment financer des choses qui sont extrêmement utiles et qui bénéficient de moins en moins de soutien public et dont le privé se désintéresse par quête de rentabilité. Voilà. Merci beaucoup. Pierre, vous avez évoqué aussi un certain nombre
leviers financiers pour les questions d'adaptation, donc la préparation des territoires à des crises d'habitabilité futures. Et donc cette notion d'habitabilité qui est très importante dans la redirection, parce que effectivement, nous, un des premiers chantiers sur lesquels on a travaillé, c'était les stations de ski de moyenne montagne qui s'effondraient et dont le modèle économique s'effondrait. Est-ce que la Banque des territoires, justement, prend en charge de plus en plus cette question de l'adaptation, et est-ce que ce financement de l'adaptation, il est uniquement orienté sur des infrastructures ou des modes d'adaptation de type aménagement, etc., ou est-ce que ça passe aussi par d'autres mécanismes de préparation à inventer de nouveaux modèles économiques, par exemple de développement territorial? Voilà, en tout cas, c'est quoi votre manière d'appréhender l'adaptation face aux crises d'habitabilité? Merci pour la question. Alors, je vais peut-être vous décevoir un petit peu, mais donc les modèles économiques, on n'est pas encore mature pour essayer de trouver ça, mais évidemment, une France à 4 degrés, c'est des impacts qu'on a du mal à imaginer. Donc, les modèles économiques classiques ne fonctionneront plus. Pour l'instant, on essaye de parer au plus pressé. Donc, c'est avant tout des infrastructures, pas forcément en dur, hein, c'est des infrastructures écologiques aussi, puisque ce sont les infrastructures les plus résilientes face au réchauffement climatique. Mais déjà, je voudrais juste rappeler que le coût de l'inaction, quand même, est bien supérieur au coût de l'action. On le sait depuis assez longtemps. Déjà, le rapport Stern qui faisait un rapport de 5 à 20 environ entre le coût de l'inaction et le coût de l'action. Là, on a encore le GIEC et l'ADEME qui ont sorti des chiffres. On est au minimum de 1 à 7. Donc nous, c'est un message qu'on véhicule largement, et déjà rien qu'en termes en tant que financeurs qui détenons des dettes de très long terme, c'est aussi un risque énorme pour nous d'avoir des actifs qui peuvent disparaître comme ça. Donc l'adaptation est devenue une de nos mesures phares à la Banque des territoires. Ça a été un vrai débat en interne, puisqu'on s'est dit, est-ce que si on affiche l'adaptation comme un objectif, ça veut dire qu'on renonce à l'atténuation? Alors non, évidemment. On est quand même beaucoup plus mobilisé sur l'atténuation, mais on mobilise quand même 1,2 milliard sur 5 ans pour l'adaptation. 1,2 milliard avec l'effet levier, puisque comme Life4C a montré, les besoins sur l'adaptation seront autour de 3 à 6 milliards de financement par an. C'est important de s'y mettre. Donc, parce qu'il y a des impacts sociaux qui sont énormes, notamment les décès liés à la canicule. Donc, quand on fait de la rénovation thermique des logements, évidemment, on pense aux économies de chauffage, mais on pense aussi au confort thermique d'été, voilà, pour accompagner les personnes qui vivent là-dedans, pour qu'ils aient des conditions de vie saines. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a mobilisé des enveloppes d'ingénierie, donc ces subventions pour les études, pour accompagner certains territoires selon leur spécificité. Donc on a évidemment ciblé les territoires peut-être les plus vulnérables, on va dire, les territoires littoraux, les montagnes. On voit régulièrement les glaciers qui s'effondrent, les montagnes qui s'effondrent. Donc c'est important de travailler sur ces territoires-là. L'outre-mer, qui est particulièrement exposé au réchauffement climatique. Les villes où les conditions d'habitabilité se dégradent fortement avec les chaleurs, les inondations et toute l'artificialisation des sols. Donc tout ça, on finance des études pour réussir à anticiper ce que peut être le réchauffement climatique, ce qui veut dire pour les territoires, et trouver des solutions pour avoir des territoires plus résilients. Parce que pour les maires, c'est quand même une prise de risque de se lancer dans l'adaptation des territoires. Déclarer des zones non constructibles, c'est s'exposer à des recours, à des poursuites. Donc il y a des prises de risque politiques, juridiques qui sont très fortes. Il faut qu'ils puissent s'appuyer sur des documents et des outils qui leur permettent d'opposer ces décisions. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que la France, un des premiers en Europe, s'est doté d'un PNAC, donc la stratégie d'adaptation au changement climatique, qui oblige les collectivités à adapter leurs documents d'urbanisme. Donc tout ça, on
les accompagne dans le financement de ces adaptations. Ensuite, sur le financement des projets, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais on finance pour les collectivités la renaturation, la végétalisation des villes, la lutte contre les îlots de chaleur. C'est important. Donc là, on peut dire que c'est un peu de la soustraction, puisqu'on n'est pas du tout dans la création d'un actif économique. On fait de l'acquisition de forêts pour essayer de les restaurer et de les adapter aux nouvelles conditions climatiques. On développe aussi des offres sur la lutte contre l'érosion côtière. Par exemple, à Lacanau, avec le GIP Littoral, on a travaillé depuis 2016 déjà sur toute une stratégie du territoire pour essayer de déménager certaines activités en zone non inondable, de renaturer une partie du front de mer. Voilà, donc on travaille pas mal là-dessus. Également sur l'adaptation, un élément auquel on pense peu, mais les réseaux numériques sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique, donc les tempêtes évidemment, mais aussi les très fortes chaleurs qui dégradent les câbles. Donc on travaille sur l'enfouissement des réseaux numériques, parce qu'aujourd'hui notre société est tellement numérisée que si on n'a plus de connexion, on ne sait plus quoi faire. C'est un peu comme la neige à Paris quand ça tombe une fois par an. Voilà. Et ensuite, en tant qu'investisseur, on investit dans des sociétés qui peuvent développer des solutions d'accompagnement pour les collectivités, les territoires, pour anticiper le changement climatique. Donc, je pense notamment à des sociétés comme Vortex qui mesure le débit des cours d'eau, ou HD Rain qui fait de la modélisation de précipitations de manière très précise à la parcelle. Et voilà, tout ce genre de projets. Ensuite, il faut quand même faire attention. Les projets d'adaptation ne sont pas forcément des projets économiques, c'est vraiment des projets qui évitent les coûts futurs. Donc c'est très difficile de s'appuyer sur le secteur privé là-dessus. Donc c'est beaucoup les collectivités qui prennent en charge ces financements via les prêts. Donc faut qu'on puisse réussir à inciter le privé à prendre sa part dans l'adaptation des territoires dans lesquels ils sont et qui dépendent pour leur environnement productif. Et pour ça, il y a toute la question de cette comptabilité écologique, de valorisation des actifs, d'anticipation des coûts des taux d'actualisation sur les actifs. Et donc on s'intéresse pas mal à ces nouvelles manières de compter les projets économiques pour qu'ils puissent intégrer aussi ces externalités positives et négatives. Je ne sais pas si on en parlera, mais on s'intéresse beaucoup à des travaux qui sont menés par l'EDEC Climate Risk Institute, qui développe des méthodes de valorisation sur des scénarios probabilistes et qui sont géolocalisés. Voilà. Ça, c'est encore très très frais. On ne fait que s'intéresser. On n'a pas mis en place, mais ça nous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Denis. Vous réfléchissez justement à une redirection stratégique en ce moment chez vous qui permettrait d'activer d'autres trajectoires, d'autres modèles économiques, afin, par exemple, de ne plus faire dépendre une entreprise comme la vôtre uniquement de projets toujours plus coûteux, plus nombreux, plus volumineux, et qui viennent s'empiler les uns aux autres. Et justement, c'est toujours un peu l'équation qui paraît impossible à gérer. Une entreprise qui sortirait d'un paradigme, alors peut-être pas pour épouser totalement la décroissance, mais en tout cas pour aller au-delà d'un paradigme de la croissance perpétuelle et à l'infini, ça paraît impossible. Mais vous, au moins, vous vous dites, posons la question dans notre entreprise. Et selon vous, du coup, quels seraient les changements qu'il faudrait faire afin d'inciter les entreprises à épouser des logiques de redirection? Comment faire pour penser à un autre modèle économique qui ne soit plus celui du toujours plus, en quelque sorte, surtout pour une entreprise qui travaille dans l'aménagement, etc. Comment vous appréhendez cette question? Alors, pour les sociétés comme nous qui travaillons dans l'ingénierie, dans la conception et l'accompagnement de projets d'infrastructure ou d'aménagement du territoire, il faut savoir que notre rémunération, elle est directement proportionnelle au montant des travaux. C'est-à-dire qu'on a un pourcentage du montant des travaux. Donc, plus les travaux sont importants, plus on est rémunéré. Donc, ça va à l'encontre de tout ce qu'il faudrait pour aller vers cette décroissance. Donc, il y a vraiment besoin de faire évoluer ça.
Et d'autant plus que aujourd'hui, quand on doit travailler sur des ouvrages ou des aménagements où on va réutiliser l'existant, où il y aura c'est souvent beaucoup plus du sur-mesure. En fait, quand on rase tout, qu'on part de zéro, on part de plan, de quelque chose de neuf, c'est presque plus simple que quand on va essayer de récupérer certains éléments, et chaque élément qu'on va récupérer est typique, et on doit s'intéresser à cet élément. On a un exemple sur la Chantrerie, sur le quartier campus sur lequel on travaille, sur la centralité, où en fait on a justement, il y a des enjeux importants au niveau social, mobilité, au niveau biodiversité, et on a beaucoup travaillé sur justement la réutilisation des matériaux, et on était rémunéré au prorata des travaux. Donc, et ça conduisait, ce qu'on proposait, à réduire le montant des travaux, et plus on réfléchissait, plus ça nous coûtait, et moins on était rémunéré. Et donc, il y a vraiment, il faut faire évoluer ça pour justement faire en sorte qu'on soit encouragé à réduire cette importance des travaux, et on nous donne les moyens de réfléchir à d'autres solutions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les ingénieries ou les architectes également. Également, ce que je pense qu'il faut introduire aussi, c'est dans le choix des entreprises quand on réalise des travaux, c'est d'intégrer des critères extra-financiers, quoi. Et ça, c'est très complexe. En interne, on réfléchit aussi à savoir comment qualifier l'impact d'un projet en intégrant le donut, quoi, l'impact sur les limites planétaires, l'impact social, et c'est très complexe de pouvoir qualifier cet impact. Et de pouvoir dire ce projet il est à tel niveau d'impact et celui-ci est à tel autre niveau d'impact. Il y a donc un enjeu aussi à se mettre d'accord globalement sur des méthodes qui permettront d'orienter les choses dans le bon sens. Mais c'est pas simple, mais je pense qu'il faut vraiment y aller. Merci beaucoup. Alors justement, avant de passer peut-être à des questions de la salle, selon vous, quelle serait, s'il y avait une réforme, parce que là on a pas mal parlé de vos expériences propres, et de ce que vous menez comme projet ou comme expérimentation. Mais au niveau national, s'il y avait une réforme qui permettrait de changer ce paradigme du financement, du développement, ce serait lequel? On va peut-être commencer par vous, Denis, et après je passerai la parole. Pour moi, c'est l'orientation justement vers quoi on dirige le financement. Après, il y a une autre chose aussi. Il faut essayer d'inciter aussi à aller vers plus du maintien des ouvrages dans la durée. Donc faire la maintenance, quoi. La maintenance et encourager la réutilisation des ouvrages existants. C'est arrêter de vouloir tout raser pour reconstruire du neuf. C'est vraiment, voilà, et mettre beaucoup plus de moyens dans la maintenance et pour faire en sorte que les ouvrages durent le plus longtemps possible, avant d'envisager éventuellement de s'en. Mais la maintenance, ça ne s'inaugure pas. Exactement. Mais donc, il y a aussi à faire comprendre que travailler sur la maintenance, c'est très vertueux, et de mettre en avant justement ce côté vertueux de faire durer les ouvrages. Et justement, Pierre, j'en profite. Est-ce que la notion de maintenance, maintenir les choses et donc soutenir financièrement les logiques de maintenance, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, ou c'est dans votre scope, ou pas forcément quand vous êtes une banque de développement? Est-ce que c'est dans votre giron la question de la maintenance, ou c'est plutôt le budget de l'État, le fonctionnement, etc.? C'est pas du tout notre modèle. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de vous prêter de l'argent pour que vous puissiez vous acheter à manger. Vous êtes à peu près sûr qu'on va vous redemander de l'argent le mois suivant, et donc vous ne reverrez jamais votre argent. Donc finalement, c'est pas du prêt. Donc c'est pas notre métier à nous. C'est pour ça que la distinction budget d'investissement, budget de fonctionnement existe aussi. C'est pour bien savoir qu'est-ce qui est récupérable, qu'est-ce qui est pas récupérable. Donc pour moi, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est changer tout le système économique. Changer petit bout par petit bout, c'est compliqué. Il y a toute une question de valorisation qui est complètement décorrélée de la réalité du futur. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut que les domaines, quand il y a de la préemption, travaillent plutôt sur de la valeur résiduelle du bâtiment, et pas du tout sur des valeurs de marché où on a un taux d'actualisation à l'infini.
Le monde est fini, les ressources sont finies, et pour ça, il faut qu'on les intègre, comme le disait Gabriel, avec une comptabilité où on puisse mesurer les impacts carbone, donc avec une comptabilité carbone avec un vrai prix carbone, une comptabilité biodiversité avec un vrai prix biodiversité, pour que le coût des projets de développement apparaisse vraiment au jour. Et là, on se rendra compte que emprunter pour financer quelque chose qui nous coûtera très cher demain, ce qui n'est pas le problème du financeur, en fait, finalement, parce que lui, le problème là maintenant, c'est pas le sien. Là, ça permettra de se dire, bon, en fait, je peux renoncer, parce qu'avec l'impôt, avec une contribution volontaire, régulière, j'ai un budget qui est bien clair et défini, et donc je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et comment je peux continuer à avoir un territoire habitable à l'avenir. Et donc, pour ça, il faut que le coût du développement de nouveaux projets, avec toutes ces externalités négatives et positives aussi, soit pris en compte. Voilà. Pour moi, et donc c'est pas vraiment une réforme ou une petite réforme à faire passer, c'est une révolution un peu mondiale sur la façon de faire de l'économie. Ensuite, je parle. On retient. Sur mes convictions, mais voilà, on a beaucoup de choses à faire pour pouvoir vivre dans un monde soutenable. Merci beaucoup. Gabriel, ça serait quoi, toi, ta réforme fondamentale du système financier ou en lien avec cette question, en tout cas? Ouais. J'allais parler du protectionnisme parce que, en tout cas, je suis assez en ligne avec ce qui vient d'être dit. Après, je pense pas qu'on pourra le faire au niveau mondial. Et peut-être j'avais une autre idée. Donc, j'avais écrit une tribune dans Marianne là-dessus, si ça vous intéresse de creuser, donc je vais en parler rapidement. Mais c'est bon, en gros, les décroissants se disent que, tout comme ça a été dit, les ressources sont finies, donc on ne peut pas continuer à produire des bêtises indéfiniment. Et typiquement, une chose qui pourrait être intéressante, ce serait de limiter le droit d'entreprendre. Je ne sais pas si certains savent, mais il y a une loi qui est passée, la loi Pacte. Et cette loi Pacte a changé un article du Code civil, qui est l'article 1833, qui définit en gros à quelles conditions vous pouvez créer une entreprise. Pour l'instant, il y avait écrit dans cet article, il faut que ce soit fait dans l'intérêt commun des associés. Première chose. Deuxième chose, il faut que ce soit licite. Voilà. On a rajouté un petit bout en disant, alors je ne sais plus ce qu'il y a écrit exactement, mais il faut qu'il y ait une utilité sociale et écologique. Pour l'instant, c'est complètement déclaratif. Les boîtes qui veulent peuvent devenir entreprises à mission et volontairement se mettre des critères qu'elles choisissent elles-mêmes, mais bon, c'est déjà mieux. Et l'idée serait peut-être de creuser encore plus ça et de se dire, OK, maintenant quand il y a un nouveau business qui se crée, on ne peut pas créer un business sur tout et n'importe quoi, sachant qu'on a peu de ressources. Il faut que l'activité économique réponde vraiment à des besoins sociaux. Voilà. Et qu'on ne crée pas, je sais pas, des frigos connectés ou je sais pas quelle bêtise. Et pour ça, du coup, on pourrait limiter leur entreprendre en obligeant les nouvelles créations d'entreprises à avoir une utilité sociale. Voilà. Alors quand on dit ça, tout de suite, ça fait un peu soviétique, tout ça. Mais l'idée, justement, ce que j'explique dans la tribune, c'est que c'est pas du tout quelque chose qui soit défini au niveau national ou même au niveau régional. L'idée, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le municipalisme, mais faire en sorte que cette utilité sociale-là soit définie à un niveau en fait plus territorial, par des discussions entre citoyens, entre les parties prenantes, et ainsi, voilà, chaque territoire pourra avoir un peu son utilité sociale. Et ce qui fait que cette limitation de droit à entreprendre, finalement, serait reliée à davantage de démocratie et de participation citoyenne dans l'économie. Parce que bon, le grand problème du capitalisme, notamment actuel, c'est l'idée que bon, on dit oui, les citoyens sont libres, etc. Alors que bon, en fait, vous avez aucune main sur ce qui est produit, etc. Donc limiter le droit à entreprendre, ça pourrait être intéressant. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être passer à une série de questions. On a un petit peu de temps pour le faire. Il y a une question là-haut, d'abord. Peut-être on a besoin du micro, ouais, c'est important. Juste 30 secondes. Merci pour la présentation. Je veux juste réagir tout de suite justement à ce que vous venez de dire, par exemple sur l'interdiction, par exemple, de créer, de faire une entreprise sur tout et n'importe quoi, notamment sur tous les objets, par exemple, connectés. Vous prenez l'exemple. J'aurais tendance à dire, est-ce que même si c'est fait localement ou même nationalement, est-ce que ce serait pas le problème, c'est qu'avec toutes les importations étrangères de ce genre d'objets, donc sur lesquels on peut pas forcément réguler. Ouais, merci, c'est parfait, ça, c'est l'autre truc dont je voulais parler. Mais je voulais moins en parler parce qu'il y a donc là c'est à titre perso, parce que dans l'asso il y a des débats. Mais non, mais typiquement, moi je pense qu'en fait ces changements radicaux dont on parle, là, les caisses de redirection écologique, tout ça, en fait c'est des choses qui pourront pas être mises en place à un niveau mondial. Il faut pas se leurrer. Et donc je pense qu'il faudrait mettre en place un protectionnisme, mais qui soit évidemment solidaire, écologique, décolonial. C'est pas du tout l'idée de revenir vers un repli sur soi conservateur.
Mais l'idée, ce serait de mettre un protectionnisme, en fait, et dire, en gros, les biens qui sont produits en France, si jamais il y a de la concurrence qui vient de l'extérieur avec des biens qui sont produits avec des normes sociales et environnementales qui sont moins exigeantes, alors dans ce cas-là, ils ne peuvent pas rentrer sur le territoire français. Donc voilà. Donc moi, je mettrais un protectionnisme comme ça pour justement permettre de réindustrialiser, etc. Donc voilà. Donc pour moi, ce serait mettre en place un protectionnisme. Voilà, parce qu'en fait, typiquement, vraiment, ce qui pose vraiment souci, c'est que dès que tu essayes parce que moi j'ai fait un peu du conseil aussi à un moment, et en fait quand tu conseilles les entreprises sur la post-croissance, etc., à cause de la concurrence en fait entre toutes les nations et toutes les entreprises, évidemment on va toujours vers le moins-disant social et environnemental. Quand Bernard Arnault il voit Trump qui baisse les normes, enfin les quelques normes environnementales qu'il y avait aux États-Unis, il parle d'un vent de liberté et il dit il faudrait que l'État français baisse les normes sociales et environnementales. Ça on peut pas continuer comme ça, on va pas continuer à tous baisser nos normes jusqu'à ce que bon. Donc voilà, donc du protectionnisme. Il y a une question ici, en bas. Oui, ce qui m'a interpellé, c'est votre notion du communalisme. Le communalisme, c'est ce qu'essaye de pratiquer en partie sur un territoire qui m'est proche, qui s'appelle le plateau de Millevaches, sur ces questions aussi citoyennes, maintenant de listes citoyennes sur l'organisation territoriale. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est avec les réformes qu'il y a eu sur les intercommunalités, sur aussi, est-ce que l'espace pertinent, c'est le biorégionalisme? Est-ce que c'est une organisation plus citoyenne que de circonscriptions administratives qui n'ont pas toujours donné avec succès leur implantation? On le voit au jour d'aujourd'hui. Différentes réformes, que ce soit les réformes des régions, que ce soit les réformes des intercommunalités. Et est-ce que le communalisme, est-ce que c'est une réponse? Et la Banque des territoires, alors je sais que vous avez un certain responsable qui est ministre des Finances actuellement. Oui, et donc c'est la Caisse des dépôts. Est-ce que ça va faire avancer le schmilblick à partir de vos réflexions d'entreprise, de banque, sur le futur? Alors peut-être Gabriel pour la... Ouais, je vois un peu la question. Il y a des débats notamment sur sur la décroissance. En gros, tu as des gens très anarchistes et d'autres. Moi, je partage beaucoup de choses avec l'anarchisme, mais j'avoue que pour moi, il faut quand même un peu de structuration aussi. Mais du coup, typiquement, nous, on met beaucoup en avant ce qu'on appelle les biorégions, voilà, qui est un rapport super intéressant qui a été fait par l'Institut Momentum, qui sont des collapsologues, donc c'est un peu des cousins des décroissants. Dedans, il y a Agnès Sinaï, Pablo Servigne, l'ancien ministre de Chirac, Yves Cochet. Ils ont fait un rapport qui a été commandé par le think tank, d'ailleurs, un think tank financé par la SNCF. Forum Vie Mobile, il s'appelle ce think tank. Voilà. Et les biorégions, l'idée, je trouve ça hyper intéressant, c'est de dire en fait, il faut que les territoires soient considérés à partir de limites écologiques plutôt, et surtout ce qui compte pour un territoire, c'est pas d'avoir de la croissance du PIB qui indique absolument rien sur les enjeux sociaux, environnementaux, mais c'est au contraire d'avoir une résilience alimentaire, énergétique. Donc les biorégions, on trouve ça ultra pertinent. Et le communalisme, oui, moi je sais pas, en gros, c'est les théories de Bookchin du municipalisme libertaire, quoi. Mais je pense quand même qu'il faut garder un État pour organiser un peu. Mais voilà, mais c'est là où il y a des débats avec les anarchistes. Pierre, si tu veux... Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. En tout cas, nous, on travaille beaucoup avec les porteurs de projets, donc qui sont les élus locaux. Donc sur la question des découpages administratifs, est-ce qu'ils sont pertinents? Je saurais pas me positionner particulièrement là-dessus. Moi, je suis assez aussi intéressé par cette échelle de la biorégion. Je trouve qu'elle est très pertinente quand on parle de résilience. On l'a bien vu pendant le Covid, dès qu'il y a moins de rupture de chaîne d'approvisionnement, c'est le bazar. Donc, il faut qu'on ait une échelle qui soit résiliente. Ensuite, il me semble que si on veut réussir à faire fonctionner et à accompagner certaines décroissances ou un nouveau modèle, en tout cas, je ne me positionne pas sur la décroissance, un nouveau modèle d'habitabilité, on serait plutôt à l'échelle européenne.
c'est le seul moyen c'est la seule échelle qui nous permette de tenir contre une pression extérieure internationale. Parce que si vous vous restreignez tout seul dans votre coin, on l'a vu au Japon au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les Américains arrivent avec une canonnière et vous forcent à ouvrir votre marché et à devenir un vassal. Donc, il faut qu'on puisse être quand même suffisamment sûr de nous et de nos dépendances, et donc il faut qu'on s'allie à une certaine échelle pour avoir une certaine puissance, pas forcément une puissance de projection pour imposer nos vues ailleurs, mais au moins pour être maître chez nous de ce qu'on veut faire. Et donc pour moi, cette échelle européenne est indispensable pour avoir un avenir, en tout cas en termes de valeurs sociales, démocratiques, comme on en a aujourd'hui, pour qu'elle puisse être pérennisée. Donc il faut faire attention aussi à toutes les pressions internes qu'on peut avoir. Donc, vous parliez de Bernard Arnault qui a dit un vent de liberté. On voit le think tank Heritage Foundation qui est en train de faire de l'évangélisation, tous les milliardaires qui financent des projets de bien commun pour ensuite pousser un agenda ultralibéral. Tout ça, voilà, il faut pouvoir s'en prémunir et il faut pouvoir le faire à une échelle suffisamment large. Il y a deux questions. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, c'était pour Monsieur Pourlier sur la question justement du financement au volume et pas finalement à la qualité du projet. Est-ce que, par exemple, dans la commande publique, donc moi je suis élue ici à la métropole, il y a l'histoire des critères prix et des critères techniques. Est-ce que ça c'est suffisant pour changer ça, ou il y a des législations, par exemple, je sais pas, pour le prix des architectes de corporations qui font qu'on est bloqué aussi là-dessus? Alors, les critères sont un point important. C'est clair qu'il faut que les critères permettent effectivement d'orienter dans le bon sens. Mais il y a aussi, c'est possible en fait de ne pas systématiquement passer par une formule telle que celle qui était celle de la loi MOP, qui imposait en fait d'avoir la rémunération des maîtres d'œuvre ou des architectes qui soit proportionnelle au montant des travaux. Et je pense que, à ma connaissance, ce serait possible de passer par d'autres voies. Alors, il y a d'autres voies qui existent. Il y a par exemple les opérations qui sont lancées en conception-réalisation. Quand on est en ingénierie avec les entreprises pour concevoir l'ouvrage, dans ce cas-là, il n'y a plus et au sein du groupement, notre rôle, là, pour le coup, c'est vraiment de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible et en répondant aux critères qui ont été fixés dans l'appel d'offres. Et dans ce cas-là, les critères ont joué un rôle très important pour orienter les solutions qui vont être proposées par les entreprises. Donc, je pense que les critères sont fondamentaux et qu'il faut essayer de ne pas utiliser systématiquement cette loi MOP qui est proportionnelle au montant de travaux. J'avais une petite question, ou deux petites remarques, peut-être Diego, tu pourras compléter. Gabriel parle des caisses de sécurité, de sécurité sociale de la redirection écologique. Ça me faisait penser à ce projet de sécurité sociale de la redirection écologique. Donc clairement, comment aujourd'hui, peut-être que Diego, tu pourras, ou je peux en parler, mais comment aujourd'hui, effectivement, des filières en difficulté pointées par le Shift Project s'engagent, notamment en région sud-est, PACA, sur les filières métallo, sidérurgie, effectivement, à essayer d'anticiper avec l'ensemble des parties prenantes, les syndicats et l'ADEME, le réseau salariat, effectivement, à essayer de voir comment, finalement, puisqu'on a à peu près les chiffres des métiers qui vont disparaître, organiser un financement de tout ça pour éviter ce qui s'est passé il y a 40-50 ans sur d'autres secteurs, et là, envisager vraiment les transformations. Et ça me faisait penser que lorsqu'on a organisé l'événement à Grenoble, il y avait quand même sur la tribune, il y avait la CGT et le CJD, justement, parce que le CJD a été réévoqué, qui avait l'air d'être un peu quand même à l'unisson sur ce type d'approche. Le CJD a parlé d'une redirection écologique, que c'était clair effectivement qu'il fallait passer et changer de cap. Et ça me faisait penser à ce que tu as dit, Diego, quand tu as dit, il y avait un message en fait qui s'adressait peut-être aux élus dans la salle, mais tu as dit la maintenance, effectivement, ça ne s'inaugure pas. Et donc je me disais en plus qu'au-delà d'avoir des synergies entre organisations syndicales, entreprises, enfin un peu plus libérales ou éclairées, et puis élus, il y a quand même cette volonté d'un changement de discours, quoi. Ce que tu as dit sur le fonctionnement, sur la maintenance, et ce qu'on dit maintenant avec des élus, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus forcément le projet en tant que tel qu'il faut mettre dans le projet municipal, mais c'est cette capacité à
à voir différemment justement les fermetures et le faire démocratiquement. Donc c'est aussi un choc en fait pour les élus. Enfin, j'ai évoqué ça avec l'un d'entre eux ce midi, mais c'est comment ça change totalement le paradigme. Enfin, et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des points finalement de convergence entre le secteur privé et le secteur politique. Oui, et je rajouterais simplement pour aller dans ce sens-là que l'Amérique latine a été un laboratoire assez intéressant dans les villes d'Amérique latine face au démembrement néolibéral des années 80 et ensuite. Les villes ont dû, à un moment donné, réfléchir autrement que par un paradigme purement l'investissement, et donc se débrouiller à faire vivre des services publics autrement, par des biais justement en réactivant le fait de répondre à un service public, à un besoin social par du fonctionnement, c'est-à-dire tu réfléchis à ton modèle économique public pour faire en sorte que le portage des services publics soit fait sur la base du travail des agents, et bien évidemment revitaliser les peuples de la maintenance, donc le travail qui a aussi été conduit par nos chers collègues de l'école des mines, Jérôme Denis et David Ponty, sur la politique du soin, c'est-à-dire la politique de la maintenance, et qui sont un changement de paradigme. Là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas un changement de paradigme uniquement des élus, c'est un changement de paradigme des financiers, de toute la discipline financière, parce que effectivement, ça implique, comme l'a dit Pierre, de designer d'autres instruments d'actualisation, d'amortissement, donc toute la technique financière qui est calée sur des opérateurs qui aujourd'hui sont caducs. Donc ça veut dire une inventivité disciplinaire méthodologique extrêmement importante, et aussi tout simplement d'autres disciplines, l'architecture, l'ingénierie, qui ont beaucoup aussi été portées par la notion de projet. Donc revenir à des questions aussi au fondement de beaucoup d'élans architecturaux. Parfois on dit souvent, vous savez, il y a eu ce livre sur l'architecture qui s'appelait Architecture sans architecte, pour redignifier le mouvement de l'architecture vernaculaire. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir à des architectes sans architecture. Et l'architecture, en fait, en tant que discipline, est extrêmement intéressante, a beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce plan-là, parce qu'il est faux d'accuser en fait disciplinairement les architectes de tout cela. Il y a une valeur fondamentale typiquement dans l'architecture qui est extrêmement intéressante dans la discipline elle-même, et qu'il faut parfois réactiver d'une certaine manière. Donc voilà, c'est des changements, et je pense que la redirection écologique, elle est intéressante à ce niveau-là, parce qu'elle s'engage à repenser les disciplines, les méthodes avec lesquelles on intervient sur le monde, avec lesquelles on travaille. Et c'est pour ça que c'est si important de collectivement repenser tous ces outils et de ne pas sous-estimer la difficulté technique de tous ces basculements. Ouais, il y avait une autre question. Oui, moi je voulais parler de la maintenance aussi. Je vais me permettre de parler de mon expérience personnelle. Il y a une trentaine d'années, je faisais des projets routiers. Et à un moment donné est arrivé le fait de pouvoir comparer, non pas entre différentes solutions techniques, on va dire, pour un projet, non pas seulement le montant de l'investissement, mais également d'y intégrer l'entretien pendant 20 ans. Et en sommet, la valeur de l'investissement plus la valeur de l'entretien, ça devenait un critère parmi d'autres, hein, ce n'était pas le seul, mais ça devenait un critère nouveau, en tout cas, qui était intégré. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. Il faut savoir que notre élan sur, je dirais, les qualités d'entretien routier qu'il y avait à l'époque a bien évolué dans le mauvais sens du terme. Mais du coup, je voulais poser la question de savoir si aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible, quand il y a des financements de projets, de pouvoir intégrer également, non seulement l'investissement, mais tout ce qui va servir, tout ce qui va devoir être comptabilisé en tant qu'entretien sur une certaine durée pour pouvoir évaluer à la fois l'aspect financier, conséquences de maintenance, de formation de personnel, etc., etc.
Aujourd'hui, c'est utilisé. Enfin, nous, quand on compare différentes solutions, on n'intègre pas que le coût de construction, mais également le coût d'exploitation. On intègre aussi le coût de fin de vie de l'ouvrage. Quand on arrive à la fin de sa vie, quand on va savoir ce qu'on va en faire, on intègre effectivement tout l'ensemble de ces coûts. Est-ce que la Banque des Territoires, la question, est-ce que vous avez ces éléments-là dans votre scope aussi? Par exemple, quand vous décidez d'investir sur un projet, est-ce que vous regardez ça aussi ou pas? Je ne pense pas. On s'intéresse au financement d'une infrastructure qui a de la capacité de remboursement de la collectivité. En ce qui concerne l'investissement, comme on rentre au capital d'une société, on regarde un business plan. Donc on regarde les CAPEX, on regarde les OPEX aussi pour voir si la capacité de survie de l'entreprise est intéressante. Et savoir ensuite, voilà, on regarde l'impact extra-financier, qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut apporter. On regarde aussi la manière dont ça peut se développer. Et donc, nous, la valeur qu'on peut retirer lors d'un investissement, elle reste théorique. Donc, on doit regarder toutes les composantes, et c'est là qu'on rentre le plus dans le fond des projets, au niveau de l'investissement. Merci. Il y a une question, Yann. Oui, j'avais une question pour vous, Gabriel. Quand vous avez parlé des 3 niveaux de levier financier, vous avez évoqué donc l'État, c'est une décision publique d'investissement des ressources nationales, les citoyens à travers l'approche mutualiste, et puis les entreprises, en parlant finalement de la comptabilité écologique. Et en réfléchissant à cette question de la comptabilité économique, bon, nous, c'est quelque chose auquel on réfléchit, Denis l'a évoqué, sur lequel on travaille. C'est extrêmement compliqué, et je me demande en fait si c'est vraiment une bonne piste. Alors, je veux pas dire l'inverse de ce que je défends, mais finalement, l'enjeu, il est sur celui du partage de la valeur créée. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se lancer dans une usine à gaz tordue qui va faire que les plus malins arriveront toujours à justifier ce qu'ils veulent ou à aller récupérer derrière, et c'est ce qu'on a vu sur les crédits carbone, ce qu'ils ont mis d'un côté, ils seront très forts pour le récupérer de l'autre, et que finalement on va mettre à niveau tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, dans une espèce de mécanique infernale pour justifier de en quoi, etc. Ça sera jamais assez fin, jamais assez précis. Et si la question réelle, c'est finalement de réaffecter une partie de la valeur créée aux enjeux dont on a décidé collectivement qu'ils étaient d'intérêt commun, est-ce qu'il faut vraiment se lancer dans ce puits sans fond de la comptabilité écologique, pardon. Ouais, non, c'est un vrai débat. C'est vrai que c'est très lourd à mettre en place. Après, on va pas se mentir, une des raisons pour lesquelles aussi à titre personnel, avec l'asso Altercapité, on s'intéresse à la compta multicapitaux. Il y a des méthodes bullshit, hein, mais je parle de CARE, qui est une bonne méthode. C'est parce que ça parle au monde économique, quoi. Quand tu vas avoir en fait des entreprises, etc., pour leur parler de décroissance, d'anticapitalisme, bon, elles ont besoin que tu leur parles de valeur, de voilà, comment elles vont montrer, etc. Donc il y a un outil comme ça, et quand même il y a un côté quand même pour parler au monde économique, c'est un outil puissant pour aller parler de nos sujets qui les intéressent. Et là quand même où je pense que ça peut être intéressant, c'est si tu prends en fait une méthode comme CARE, en fait ça permet quand même à l'entreprise de se dire bon ok, bon bah alors en fait au lieu d'avoir des trucs ultra précis sur le financier comme d'hab, je vais commencer un tout petit peu à m'intéresser à mes impacts sur les questions environnementales, sociales. Donc ça crée déjà, ça force à créer ce qu'on appelle des systèmes d'information. Donc enfin de se demander, d'accord, moi je suis une chaîne de boulangerie, donc j'ai un impact sur les sols, et donc devoir appeler tous leurs fournisseurs pour savoir vraiment quel est leur impact sur les sols. Donc ça les force à faire ce travail-là, qui je pense dans tous les cas est intéressant. Et ensuite, en fait, l'idée d'une comptabilité écologique comme CARE, selon moi, c'est surtout qu'une entreprise en fait en interne se dise ah d'accord, tel projet il est très rentable financièrement, mais écologiquement il dégrade tellement l'environnement qu'en fait je vais pas le faire. Donc ça permet de faire ça. Et puis dernière chose, je pense que le but fondamental aussi, c'est si jamais tu arrives à faire un modèle, alors peut-être en effet au niveau européen, mais avec un protectionnisme et tout, avec une comptabilité comme CARE, tu pourrais changer le plan national comptable en disant les nouvelles normes comptables, c'est ça. C'est ça. Ce qui fait qu'en fait certaines entreprises en fait seraient complètement en déficit et plus viables. Donc voilà. Donc pour moi ça peut être intéressant si c'est fait très sérieusement et avec sans concession quoi, et que c'est appliqué pour tout le monde. Peut-être, est-ce que tu peux repréciser pourquoi elle ne serait plus rentable? Parce qu'effectivement, dans CARE, le capital naturel qui est détruit, c'est ça,
réduit en fait la performance de l'entreprise. Bah, CARE, pour moi, c'est la plus sérieuse pour ça, en effet. C'est qu'en fait, dans CARE, donc, comme d'hab, tu as ton bilan financier qui est là. Et en plus de ça, du coup, on va mesurer quelle est, si vous voulez, ta dette écologique et sociale, mais restons sur l'écologie, ta dette écologique par rapport au bon état naturel. Imaginons que tu es perrier, tu es une source d'eau, par exemple. Donc, tu vas attaquer la source d'eau, tu vas l'exploiter. On va calculer quelle est ta dette écologique par rapport au bon état écologique scientifique de cette source d'eau-là. Là, ça, c'est un certain montant. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va calculer ce qu'on appelle le budget de préservation. Donc, le coût de préservation. Combien d'argent ça coûterait pour remettre l'eau en état à cet endroit-là? Pas en plantant des arbres au Nicaragua, hein. Enfin, pas avec des compensations carbone bullshit, mais comment tu fais pour... voilà. Et ensuite, tu prends ton bilan financier et là, tu lui enlèves, en fait, ces coûts de préservation des capitaux naturels. Ce qui fait qu'en fait, une boîte comme Total, typiquement, serait ultra négative, quoi. Un projet comme le HACOP, là, en Ouganda, serait infinançable. Tellement la dette serait élevée. Du coup, il serait même pas mis en place, ça qui est plutôt bien, quoi. Pour moi, c'est en mode... Bonjour, merci. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution en réutilisant un outil de politique publique qui est très courant et qui permet par défaut le financement des bons projets? C'est l'évaluation environnementale des projets, qu'ils soient publics ou privés. Et autour de Nantes, on a une sacrée expérience en matière de projets de 50 ans qui ont craché un petit peu. Mais je pense qu'une évaluation environnementale tient compte des coûts d'investissement, des coûts de fonctionnement et des coûts négatifs des projets, que ce soit sociaux, environnementaux et santé publique. Et c'est un outil qui existe depuis 50 ans, enfin qui est en place depuis 20 ans en France, par les décrets d'application. L'évaluation environnementale est un bon outil qui est à valoriser, mais en plus, il y a la participation du public dans ces projets-là. Dans ces décisions-là, pardon. Effectivement, il faudra aboutir à un outil qui permette de faire cette évaluation environnementale. Mais la difficulté, c'est de pouvoir comparer et de mettre des chiffres derrière différents axes donc, tu parlais d'une méthode pour l'eau, pour rétablir l'eau dans sa situation actuelle. Il y a sur la biodiversité, par exemple, c'est très compliqué d'aller traduire en euros l'impact qu'on va avoir ou comment rétablir la biodiversité telle qu'elle était avant. Et c'est ce que disait Yann, on s'interroge beaucoup aujourd'hui chez Keran pour savoir est-ce qu'on y arrivera un jour, être capable de mettre des chiffres derrière tout ça. Et pourtant, l'impact est parfois très fort. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est que ces méthodes, un peu comme le bilan carbone, c'est très contestable. Enfin, c'est frustrant parce il y a beaucoup d'approximations dans les bilans carbone. Mais par contre, le grand avantage, c'est que on met le doigt souvent sur les gros sujets, les gros problèmes, et les gros enjeux, ils ressortent. Et donc, on agit sur ces gros enjeux. Donc, je me dis, on va peut-être arriver aussi à avoir quelque chose qui n'est pas très satisfaisant au début, mais on va peut-être mettre le doigt sur les grands sujets sur lesquels où il faut renoncer et qui vont mettre en évidence, aider à prendre des décisions. Ça ne sera pas parfait. Mais c'est un peu ma conviction, c'est que on aura peut-être quelque chose de pas très parfait, mais pas très bien, mais qui orientera les choses déjà dans une direction et qui va petit à petit s'améliorer. Moi, j'aimerais juste réagir aussi sur ces deux questions. Évidemment, une comptabilité très fine, c'est extrêmement complexe à mettre en place. C'est difficile à suivre. Il y a toute la question de la fiabilité. Donc, il faut trouver le bon équilibre, la bonne maille là-dessus. Donc, on voit que la CCRD, la taxonomie sont en train de revenir en arrière. Il ne faut pas arrêter ce qu'on a commencé à faire. Il ne faut pas se dire que c'est infaisable, c'est une usine à gaz. Il faut juste trouver le bon niveau. Et effectivement, rien ne sera parfait. Tous les coûts sont pas les mêmes au même endroit, donc il faut utiliser des proxys, des ratios, et ça permet de calculer des grandes masses et enfin intégrer tous ces coûts qu'on ne veut pas voir. On le voit donc avec tous les scandales sanitaires ou même sécuritaires là, sur les fabrications de véhicules ou de pneus, c'est que ces impacts extra-financiers ne sont pas pris en compte. On ne prend que les impacts économiques et on se dit ça coûte moins cher de faire comme si de rien n'était et de continuer à vendre des trucs qui ne sont plus dans les normes en attendant que ça pète, plutôt que de prendre en compte tous les problèmes que ça crée. Juste en écho... Ah pardon, vous voulez répondre. Juste pour terminer sur CARE, c'est vrai que c'est hyper dur à mettre en place, mais moi ce qui m'intéresse c'est le côté, en gros c'est une méthode qui va changer la nature du capital, quoi. Moi vraiment un truc qui m'a rendu décroissant, c'est quand j'ai compris qu'on calculait la valeur économique comme ça,
avec une dette financière et que l'environnemental et le social, c'était des ressources à exploiter, bah, tu sais qu'on va dans le mur, quoi. Donc changer la nature du capital, je trouve ça intéressant. Et bon, je ne sais pas si c'est en rebond, enfin, c'est très riche, je trouve, tous ces échanges. J'entends bien la question du transfert sur le financier qui irait l'investissement à la maintenance. Je suis architecte, je précise. Je vois juste, ou peut-être en vous entendant sur le groupe, de votre expertise SCE, vous parliez à un moment de conception-réalisation, il y a un écueil que je vois, mais qui va avec la question aussi de la comptabilité environnementale à long terme, en tout cas pour la question du bâtiment, c'est qu'on a industrialisé la question du bâtiment. Vous avez parlé de l'agriculture en tout début, on peut tout à faire le même, je veux dire, c'est l'envers, c'est exactement les mêmes mécanismes. Et donc, en fait, à force aussi de ne pas mettre assez d'argent dans la question, c'est-à-dire de ne pas bien payer des artisans, de ne pas bien payer des savoir-faire, de continuer absolument à pressuriser les montants de travaux des chantiers, et ben de fait, on construit depuis 40 ans, je dirais pas n'importe comment, mais presque n'importe comment quand même. Et donc, en fait, il s'avère que la plupart de nos bâtiments sont à rénover. On les rénove avec des produits issus de l'industrie pétrolifère. Donc voilà, le cercle, il est loin d'être vertueux. Et je pense que quand même, la question de la financer, c'est aussi, et là, ça va rejoindre le débat de ce matin sur le monde du travail, c'est revaloriser aussi le monde du travail, et ce monde du travail artisanal et industriel, bien évidemment, sans les opposer. J'entends tout à fait qu'il faut fabriquer aussi avec l'industrie aujourd'hui. Mais si on revient à l'échelle biorégionale, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, parce que ces filières-là, je veux dire, il faut vraiment être solide pour continuer à y exercer, par conviction bien sûr, mais à un moment ça passe aussi par des revalorisations financières des métiers. Voilà, c'était juste pour boucler. Il ne faut pas tout le temps moins 10 ans, quoi, c'est ça que je veux dire, c'est que toujours moins cher, c'est pas la solution, ça dépend où on met l'argent en fait. Et dans ce sens-là, moi j'avais une question à Pierre. Est-ce que par exemple les bras financiers du développement territorial pourraient pas aussi intégrer dans leur évaluation de ce qui est finançable ou pas, justement cette brique qui permet de travailler sur les fonctions, les usages d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un projet de développement, en disant que justement la redirection, c'est aussi se poser des questions de qu'est-ce que c'est qu'un besoin social, le mesurer véritablement, le bien le dimensionner. Je dis ça parce que, y compris dans une logique purement financière, on aurait tous intérêt, y compris l'épargnant citoyen français, à ce que ces briques-là soient faites de la manière la plus rationnelle possible pour penser des infrastructures les plus intelligentes possibles sur le plan du design, en fait, finalement, du design par l'enquête sur les usages, sur les fonctions, sur à quoi répond comme besoin social, qui est une brique, on l'a vu ce matin, finalement, plus vraiment réalisée dans les chantiers. Oui et non. Donc, on a des grilles de cotation extra-financières qui nous permettent de mesurer l'impact d'un projet. Et si ça ne rentre pas dans nos critères, on ne finance pas ce projet. Ensuite, la plupart des projets, quand ils arrivent en dossier de prêt, ils sont bouclés, quoi. Juste le financement. Et donc, on a très peu de marge de manœuvre sur l'évolution du projet, sans avoir en plus la main sur tous les détails. Donc ça, c'est très compliqué de notre côté, puis ça demande énormément de temps humain. Là, on est devenu très compétitif sur les prêts. On est passé de environ 15 milliards de prêts par an à 30, avec le même dimensionnement d'équipe. Donc c'est très compliqué. Ceci dit, quand on vient nous chercher suffisamment en amont, on met à disposition des crédits d'ingénierie pour interroger tous ces besoins, pour interroger la pertinence du projet, le fait de pouvoir l'améliorer. Et donc ça, ces crédits doivent être mobilisés, doivent être pris en compte aussi par les porteurs de projets qui viennent nous voir le plus tôt possible pour qu'on puisse les accompagner à améliorer ces projets. Et ça, on a des moyens pour, et on est ravis de pouvoir le faire, parce que ces actifs qu'on finance, il faut qu'ils soient pérennes dans le temps, il faut qu'ils aient un impact, et il faut qu'on puisse créer de l'intérêt général derrière. Donc on est un peu limité aussi par nos capacités à faire, mais si on peut le faire, on le fait volontiers.
Et ensuite, on a des comités d'engagement donc qui nous permettent de dire ce projet n'est pas finançable parce que ne répond pas à nos critères extra-financiers. Merci beaucoup, très clair. Vous avez une question? Non? Oui. Bonjour. Moi, je me demandais, parce que un moyen pour financer la redirection, ce serait d'arrêter de financer plein de projets un peu pourris. Et est-ce qu'on a justement des domaines où on a une idée d'un changement plus grand, sur le territoire, parce que là, en fait, j'apprécie beaucoup la journée qui me redonne de l'énergie, mais je sais que la semaine prochaine, moi, je suis élu à la métropole, j'ai des réunions en préfecture sur la question de l'aéroport, tout va très bien dans le milieu de l'avion, hein. On va continuer à développer l'avion, on va de plus en plus voler, c'est ça les idées aussi, il y a d'autres idées dans la société aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a des idées d'industrie qu'on aimerait faire vraiment bifurquer et qui nous permettraient de faire des économies potentiellement, y compris des financements publics qui viennent largement abreuver ces domaines? Non, je vous demande si vous avez des idées aussi à des études de domaines qu'il faudrait particulièrement attaquer, mais remettre en cause en tout cas. Parce que là, on parle du positif, mais c'est vrai je trouve qu'on a assez peu de choses sur les autres domaines qui changent pas. En tout cas, il y a un des grands chantiers historiques du désinvestissement, c'est le désinvestissement fossile, qui est aujourd'hui quand même pas mal travaillé, y compris depuis certaines banques. Les banques aujourd'hui ont des cellules qui travaillent à comment planifier, établir des planifications pour sortir des dépendances aux énergies extractives, aux coalitions avec des entreprises ou des organisations. Je pense que le travail sur cette thématique-là du désinvestissement est intéressant, mais peut-être que Gabriel ou Denis ont des choses à dire là-dessus. Pour moi, c'est dur à répondre parce que je pense qu'il faut une décroissance globale, mais je pense pas que c'est à moi forcément de définir quel est le... Donc ça veut dire, oui, il faudrait mettre en place au niveau municipaliste des choix à ce niveau, mais je ne sais pas s'il y a une industrie où on pourrait... Enfin, moi, les cosmétiques, j'en ai rien à foutre, mais est-ce que je peux dire il faudrait que les cosmétiques pèsent beaucoup? Je sais pas quoi, je sais pas si c'est à moi de le dire. Donc, je sais pas trop quoi. Mais je pense que l'aviation devrait baisser aussi. Est-ce on a le temps de prendre une dernière question? Oui, ouais. Je trouve que c'est assez renversant de se dire qu'on passe à une logique où on investit du capital pour en récupérer davantage, à une logique où on en investit pour en récupérer pas, ou alors du capital qui ne se compte pas, donc des espèces, un climat, des choses sur lesquelles des chiffres ne peuvent pas être pertinents, enfin pas pour certains usages du moins. Et je me demandais, est-ce que il y a cette solution de la caisse, une sorte de caisse de solidarité dans laquelle on prend, ce que j'ai compris, c'est qu'on prend des actifs qui sont jugés comme nocifs et on les redirige en gros pour prendre soin de la nature. Alors tu pourras préciser un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres donc c'est ma première question, est-ce qu'il y a d'autres mécaniques de ce style-là qui reposent pas sur un investissement où on récupère à la fin, mais sur une solidarité? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que notre système économique, s'il choisit de produire moins, il va pouvoir rembourser des dettes qui ont été contractées, donc c'est la question de tous les actifs échoués, on va pouvoir rembourser des dettes qui ont été faites sur l'hypothèse d'une croissance, non pas du capital naturel, mais du capital financier. Et comment est-ce qu'on va truquer un petit peu notre comptabilité pour arriver à dire à des gens oui, je vous rembourse, mais en climat, en espèces. Comment est-ce qu'on va faire ce tour de magie, quoi? Ouais, sur les caisses de redirection écologique, c'est pas exactement ça, mais en gros l'idée c'est de dire, on considère, vous pouvez regarder sur notre site Altercapité, il y a le livret des propositions où c'est plus précisé, mais en gros on dit que en fait il y a des dividendes on considère que les boîtes de plus de 100 salariés qui ont un certain CA, hein, c'est pas les petites boîtes, mais on considère qu'il y a beaucoup de dividendes qui sont indus, donc qui n'auraient pas dû être versés. Et donc ces dividendes-là, une fois qu'on les a identifiés, ils ne sont pas versés à l'actionnaire, qui se rémunère que s'il a remboursé le reste de sa dette, c'est-à-dire écologique et sociale.
Après, la seconde question, c'était sur la question de la dette, c'est ça? Ouais. Bah, en gros, typiquement là-dessus, mais là, c'est pas mal les travaux de notamment Nicolas Dufresne, Gaël Giraud, mais c'est l'idée que, alors en fait, dans le système actuel, malheureusement, enfin, pour moi en tout cas, c'est malheureux, on a une banque centrale qui est indépendante, et donc finalement, les États comme la France vont s'endetter auprès de marchés secondaires privés, ce qui pose un énorme problème, selon moi. Et en gros, Gaël Giraud, typiquement, propose que finalement, la Banque centrale européenne rachète la dette des États. Alors ça pose des questions, et les libéraux tout de suite, ils sont oh là là, ça va créer de l'inflation, et puis en plus l'euro va être décrédibilisé vis-à-vis des autres monnaies du monde. Et ce qu'on peut répondre, c'est que finalement, bon, l'économie, ça reste, c'est pas une science exacte, ça reste quelque chose qui est basé sur la confiance. Et une fois, j'avais vu Gaël Giraud en interview qui disait quelque chose comme est-ce que vous pensez que un système comme on a actuellement, qui rogne et qui détruit ses biens communs et son service public pour rembourser une dette privée qui est irremboursable, donne plus confiance et dégage plus une impression de puissance vis-à-vis de l'extérieur qu'un modèle finalement qui a réussi à racheter sa dette et qui peut investir massivement sur l'écologie. Donc je sais pas si c'est une réponse, mais pour moi ce serait ça, ce serait annuler la dette. Là on n'a pas le choix malheureusement parce que je vois pas comment on pourrait faire autrement. Alors, moi, je suis assez d'accord. J'ai pas de solution. Ensuite, sur le annuler la dette, faut savoir que la dette, c'est des retraites, c'est votre épargne, c'est vos assurances vie. Tout ça, c'est la dette qui sera annulée. Donc, c'est votre compte en banque qui est à 0 à la fin du mois parce qu'il a fallu annuler la dette. Donc, c'est pas une solution sociale qu'on peut activer du jour au lendemain. Il faut une trajectoire pour réussir à réduire ces niveaux de dette, pour accompagner l'évolution des modèles. Mais ensuite, je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que le modèle actuel n'est pas soutenable et qu'il faut qu'on arrive à bifurquer, quoi. Et que ça prend du temps, c'est demande du courage politique, du courage économique, mais qu'on peut pas, décider du jour au lendemain de changer de modèle. J'ai une question là-dessus. Si la BCE, parce que moi je suis pas économiste, je suis assez loin de ça, mais si la BCE rachète, du coup la dette n'est pas perdue, non? En fait, la BCE rachète avec quoi? Elle rachète soit en émettant des obligations sur les marchés, soit en disant qu'elle a des euros alors qu'elle en a pas. Donc c'est ce qu'on appelle faire marcher la planche à billets. Donc en fait, comme la valeur de l'euro, il est selon ce que chacun pense que ça vaut, ça crée de l'inflation. On peut voir en Turquie ce que ça donne. La Turquie, 70%, 80% d'inflation par mois, parce que la banque centrale est dirigée par Erdogan et doit racheter la dette de l'État. Donc c'est un mécanisme qui est faisable quand les gens ont confiance, qui a pu être fait pendant le Covid. Mais c'est un mécanisme qui est pas évident à manipuler. Il faut le faire avec parcimonie. Ensuite, je suis pas non plus économiste, donc je maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà. On peut jouer aussi sur la maturité des dettes. Ça a été des stratégies quand plus rien n'est possible, quand effectivement c'est l'effondrement. C'est ça qui est intéressant avec l'Amérique latine, c'est que nous on s'est déjà effondré. Donc on a un petit leadership de l'effondrement là-dessus. Et du coup, typiquement, justement, la maturité de la dette, qui est souvent peu évoquée comme mécanisme, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, il y a les instruments les plus fous, ça a été les fameuses dettes éternelles qu'ont souscrit les Argentins, donc des taux de remboursement extrêmement faibles, mais à une échelle très très longue, et donc des rachats de dettes aussi extrêmement longs, ce qui permet d'atténuer justement ces pressions inflationnistes. Mais ça veut dire jouer sur des horizons qui sont assez compliqués philosophiquement à tenir et politiquement bien évidemment. Mais tout est possible. En fait, tout devient possible quand tu n'as pas vraiment le choix. Et je pense qu'il y a des choses comme ça il y a des créativités qui émanent de la galère, comme on dit en Bolivie, quoi. Enfin, c'est vraiment ça qui. Justement, la renégociation de dette, ça peut se faire au cas par cas. Ensuite, quand on est à ce niveau-là, ça veut dire qu'on est en cessation de paiement. Donc, si on est en cessation de paiement, ça veut dire beaucoup de choses aussi sur notre modèle économique, notre modèle social.
Et ensuite, qui détient la dette? Les Chinois. Donc c'est avec eux qu'il faut renégocier. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont nous imposer? Donc on l'a vu avec l'Amérique latine, le FMI, la Grèce aussi, avec toutes les politiques de désendettement, de revente d'actifs stratégiques, de coupe à la hache dans les dépenses sociales. C'est le dernier recours. Parce que de toute façon, quand on peut plus payer, il faut renégocier. Mais c'est, je pense, ce qu'essaye de faire le gouvernement français aujourd'hui avec ces coupes très importantes, c'est garder une certaine souveraineté et une capacité de décision sur notre trajectoire à nous, pour avoir des capacités de négociation face à ceux qui détiennent notre dette. Ouais, donc la dette géopolitique, quoi. Ouais. Pardon, je voulais juste réagir, monsieur de Boisdeffre. Vous avez dit qui détient la dette? Les Chinois. Mais si on dit qu'il y a une dette écologique, est-ce que qui détient la dette? La nature. Et on demande aux Chinois d'aller négocier avec la nature? La nature, déjà, elle nous fait payer les dettes. On voit avec... on est quasiment à déjà 1,5 degré. On voit tout ce que ça nous coûte aussi économiquement. Là, je crois que la CCR, la caisse de réassurance, plus 1 milliard de remboursement de tous les aléas climatiques. En gros, bientôt, on sera plus réassurable sur une grande partie du territoire. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu sa maison dans une inondation, on se retrouve sans rien, quoi. Ce sera quand les forêts auront disparu. Et c'est un emballement qui, on paye déjà économiquement largement cette dette écologique. Sauf qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas le voir. Bien, on va s'arrêter là pour cette table ronde qui a bien décoiffé déjà. Merci infiniment Pierre, merci Denis, merci Gabriel. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je passe la parole à Caroline. Oui, c'était pour vous dire, donc on voudrait commencer vraiment à 16h15. Donc je vous propose d'arriver dans la salle. Vous prenez une pause, à 16h05, vous commencez à vous diriger vers ici. Si c'est possible, ça serait parfait. Merci beaucoup.